Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me redonner la parole ce matin pour poursuivre la plaidoirie que j'ai entamée depuis hier. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je suis maintenant au niveau de l'avant-dernier point de cette plaidoirie, tel que je l'ai annoncé. Il sera question de parler en termes de cet avant-dernier point des éléments qui ont été proposés par les parties civiles, par le ministère public et une certaine partie de la défense comme étant des éléments de preuves contre mon commandant. Monsieur le Président, c'est vrai que ces éléments que nous discuterons n'ont pas été prouvés ici. Ces éléments que nous discuterons n'ont rien à voir avec ce qui a été contradictoirement discuté, parce que, comme hier, j'ai eu à le démontrer à travers les déclarations des victimes elles-mêmes, à travers les déclarations des témoins, l'innocence de mon commandant est désormais indiscutable. Monsieur le Président, nous commençons par les éléments dont les parties civiles ont fait état. Parmi les confrères qui sont intervenus dans les rangs des parties civiles, il y a un qui reproche ceci à mon commandant. Commandant Toumba a déclaré que ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. On sait que Toumba a toujours des éléments. Général Bafoué a déclaré que Toumba est arrivé avec ses éléments et se sont mis à tirer. Toumba a déclaré que l'armée est un nom commun. Monsieur le Président, ces éléments ne sauraient constituer des preuves. D'abord, lorsque vous prenez le premier élément, et le fait de la part de mon commandant, qui a été très précis, il dit qu'il s'est rendu au stade, c'était à la recherche du président Dadis, et il avait l'habitude de le faire à chaque fois que celui-ci sortait à son insu pour reprendre sa place. Mais le fait de se rendre au stade ne saurait être un élément constitutif d'une quelconque infraction à son encontre, d'autant plus que, Monsieur le Président, presque tous les généraux qui ont comparu ici se sont rendus au stade. Si cela était un élément de preuve,
Si cela suffisait pour être traduit devant ces tribunaux, tous ces généraux seraient aujourd'hui, Monsieur le Président, dans le box des accusés. Et on vous dit que le commandant Toumba a déclaré que ce n'est pas le président Dadis qui lui a ordonné d'aller au stade. Mais le fait de dire qu'il n'a pas été ordonné d'aller au stade, est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme un élément de preuve? Vous comprendrez les difficultés qui sont celles des confrères des partis civils pour trouver des éléments de preuve contre mon commandant. Ensuite, le même confrère dit que le général Bafoué aurait témoigné ici. Je ne sais pas si nous parlons du même général Bafoué, parce que hier, j'ai pris tout mon temps pour vous donner lecture de ce que le général Bafoué a dit ici. Il a été très clair. Il a dit qu'il n'a pas vu Toumba avec une arme, que Toumba est arrivé pendant que les tirs étaient en cours, et il n'a pas vu Toumba commander une troupe. Donc, je ne sais pas si ses confrères ont suivi le même débat que nous autres dans ces prétoires. Monsieur le Président, il lui reproche aussi le fait d'avoir dit que l'armée est un nom commun. Est-ce que cela peut être considéré comme la preuve d'une culpabilité? Le fait de dire que l'armée est un nom commun. C'est comme si je disais l'avocat est un nom commun. C'est comme si je disais magistrat est un nom commun. C'est comme si je disais menuisier est un nom commun. C'est comme si je disais mécanicien est un nom commun. Est-ce que cela suffit pour que tout avocat, tout magistrat, tout menuisier qui se rendrait coupable d'une infraction, que l'on puisse engager la responsabilité pénale de tout avocat, de tout magistrat, de tout menuisier, de tout mécanicien? Voilà comment un tel raisonnement aussi léger ne peut être considéré comme un élément de preuve. Monsieur le Président, les mêmes confrères des partis civils ont poursuivi et dans une contradiction, parce que lorsqu'un confrère soutient que Toumba a dit qu'il n'a pas été ordonné par le président Dadis de se rendre au stade, l'autre confrère dit que Toumba aurait déclaré avoir reçu un ordre du président Dadis pour se rendre au stade. Et ses confrères déclarent ceci. Toumba a déclaré sur la radio RFI, je ne sais pas si nous avons écouté le même élément, que c'est sur ordre de Dadis qu'il aurait agi au stade du 28 septembre. Toumba ne l'a jamais dit. En même temps, il soutient qu'il existerait une contradiction entre Toumba et le commandant du salon, sous prétexte que Toumba aurait demandé à celui-ci de vérifier à 13 heures si le président Dadis est sorti ou pas. Il poursuit en disant
que Toumba aurait dû vérifier la présence ou non des piquets ou du dispositif de sécurité pour savoir si le président Dadis est sorti ou non. Et il dit que cela aurait pu être une théorie possible. Théorie possible. Il enchaîne en disant que Toumba aurait déclaré dans l'audio que c'est Dadis qui lui aurait ordonné de se rendre au stade. Et va plus loin, la sympathie des partis civils et la popularité d'un accusé. Hier, j'en parlais. Alors, comme si cela pouvait être un problème. Et il termine, ses confrères, en faisant état d'un procès verbal d'audition des partis civils en date du 26 mai 2010, qui est celui de M. Mamadi Kourouma, et il se sert de cela comme une preuve, et il va jusqu'à dire que celui-ci est décédé, que sinon une confrontation entre mon commandant et cette partie civile serait explosive. Monsieur le Président, je commence par relever qu'il n'y a aucune contradiction, aucune, entre les déclarations de mon commandant et celles du commandant du salon qui a comparu ici, et que cette contradiction n'existe que dans l'imagination fertile de celui qui l'invoque. Jamais de contradiction. Monsieur le Président, et vous relèverez que mon commandant n'a jamais soutenu ici qu'il s'est adressé à 13 heures au commandant du salon à l'effet d'aller vérifier si le président Dadis est sorti ou non. Ça, il ne l'a jamais dit. Le primitif en fait foi. Et puisque ce procès est médiatisé, les réseaux sociaux en font foi, Monsieur le Président, à travers leurs archives. En tout cas, nous mettons au défi celui qui se prévaut de cette contradiction imaginaire d'en administrer la preuve. Monsieur le Président, vous comprenez qu'en ce qui concerne cet audio, on en fait un objet d'interprétation erronée, d'interprétation inexacte et contradictoire. Et lorsque le premier dit que mon commandant a dit qu'il n'a reçu aucun ordre, et l'autre soutient qu'il a déclaré qu'il aurait reçu un ordre, alors en invoquant cet audio. Monsieur le Président, il est extrêmement important que vous relevez ces contradictions qui ne proviennent que des interprétations erronées de ce que mon commandant a eu à dire. Et dans cette salle, il a été clair, puisqu'il s'est aperçu
que les uns et les autres sont en train d'interpréter son propos. Et il n'y a pas meilleur juge pour pouvoir interpréter un propos que celui qui en est l'auteur. Donc, lui-même, il a été clair, puisqu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi, il a précisé le sens de ce qu'il a dit. Il a dégagé un principe. Il a dit qu'en principe, un militaire ne peut pas se rendre en un lieu sans avoir reçu un ordre. Mais, Monsieur le Président, nous sommes des juristes. Nous savons tous que ce qui fait la beauté d'un principe, d'une règle, ce sont les exceptions. Il peut y avoir des situations exceptionnelles. Ce fut le cas de mon commandant qui est sorti pour aller à la recherche du président Dadis. Donc, en ce qui le concerne, je crois que l'équivoque sur ce point est levé. Monsieur le Président, pour ce qui est de la question relative à la théorie possible, pourquoi il n'a pas vérifié la présence des piquets? Pourquoi il n'a pas vérifié la présence du dispositif de sécurité? Monsieur le Président, je le dis, et sous votre contrôle, bien entendu, mais je sais qu'au-delà de ces palais, il y a d'autres militaires qui nous suivent. Ils savent bien qu'au moment où mon commandant sortait, il n'y avait pas de dispositif de sécurité. Lorsque le président de la République doit se déplacer, le dispositif quitte avant lui, le précède sur les lieux où il doit se rendre. 48 heures, bien avant. C'est pour pouvoir assurer la sécurité des lieux. Ça, c'est une évidence. C'est toujours le cas. Mais comment voulez-vous que mon commandant constate la présence du dispositif en charge de la sécurité présidentielle en ce moment? Donc, ce n'était pas possible. Il n'a constaté la présence d'aucun dispositif. C'est pourquoi, comme d'habitude, il est allé à la recherche du président Dadis. C'est ce qui s'est passé. Mais il est aussi important de rappeler que M. Mohamed Condé Di Escobar a été clair ici. Il a dit qu'il a procédé à la vérification de la présence du président Dadis dans sa chambre à 3 reprises. Pour la première fois, c'était entre 10h et 11h. Monsieur le Président. Pour la deuxième fois, c'était à 13h. Et pour la dernière fois, Monsieur le Président, c'était à 15h. Et nous avons tous suivi les débats ici. Et nous savons très bien que les événements malheureux sont intervenus dans les environs de 13h. Pendant l'intervalle de temps se situant entre 13h et 15h, le président Dadis pouvait sortir sans que le commandant du salon ne le chasse, parce qu'il y avait une issue de secours. Déjà que le dispositif n'était plus en place, ce qui a même amené mon commandant à sortir précipitamment pour pouvoir le rejoindre. Monsieur le Président, vous comprendrez
que nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans les faits. Et devant vous, on ne peut pas fonder un élément de preuve sur la base de la théorie. Parce que ce que vous exigez en tant que juge pénal, c'est la certitude. Monsieur le Président, et quoi qu'il en soit, les déclarations qu'on lui attribue et qui auraient été tenues sur la radio RFI, les antennes de la radio RFI, à travers une interview, la question juridique qui se pose est de savoir est-ce que pouvons-nous valablement, légalement, juridiquement, Monsieur le Président, opposer cette déclaration à mon commandant. Monsieur le Président, la loi guinéenne ne le permet pas. Parce que les dites déclarations ont été tenues à un moment où mon commandant ne s'était pas encore entretenu avec un avocat. À un moment, Monsieur le Président, où il n'était pas encore assisté par un avocat. Et si c'est le cas, le législateur guinéen est très clair. Aucune juridiction ne peut, sur la base de telles déclarations, se fonder pour entrer en condamnation. Je vous donne la lecture du dernier alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que, en matière pénale, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui. Monsieur le Président, cela est clair. Nul ne peut rapporter la preuve dans cette affaire que mon commandant, avant de tenir ces déclarations qui lui sont attribuées et qui font l'objet de toutes sortes d'interprétations erronées et inexactes, qu'il a pu s'entretenir avec un avocat et qu'il était assisté par un avocat. Sur la question, Monsieur le Président, vous me permettrez de vous donner deux jurisprudences et deux jurisprudences guinéennes. Je ne chercherai pas ailleurs. Deux jurisprudences dans les annales judiciaires, bien entendu, de notre cher pays. Monsieur le Président, la première jurisprudence concerne l'affaire que nous avons tous connue, l'affaire appelée l'attaque du domicile du professeur Alpha Condé. Monsieur le Président, dans cette affaire, nous nous rappelons que la cour d'assises, et c'était d'ailleurs la dernière cour d'assises, parce que après cette session d'assises, il n'y aura plus de cour d'assises en République de Guinée en raison des réformes, en raison des innovations contenues dans l'actuel Code de procédure pénale. Nous nous rappelons qu'à l'occasion de cette session d'assises, Madame Fatou Bagar et M. Aobé et autres
ont été condamnés. Nous nous rappelons aussi, Monsieur le Président, que cette condamnation a été cassée. L'arrêt de cette condamnation a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour suprême et renvoyé. Pour la bonne et simple raison que les déclarations sur la base desquelles la Cour d'assises était entrée en condamnation contre eux, ces déclarations ont été faites en dehors de toute assistance d'avocat. Donc, Monsieur le Président, vous comprenez que la loi guinéenne ne le permet pas. Je vais parler d'une autre affaire, Monsieur le Président, une autre affaire qui n'était pas médiatisée, qui n'était pas aussi retentissante, mais c'était une affaire quand même extrêmement importante parce que toutes les affaires sont importantes dès lors qu'elles sont portées devant une juridiction criminelle surtout. Monsieur le Président, dans cette affaire, il s'agissait d'une vieille, paix à son âme, elle n'est plus de ce monde. Elle avait été condamnée par le tribunal criminel de Dixine, que vous présidez aujourd'hui, Monsieur le Président, pour des faits de complicité d'assassinat sur sa belle-mère, la mère de son mari. Je ne vais pas la nommer, Monsieur le Président, pour le respect de sa mémoire. Mais c'est un dossier dans lequel je suis intervenu en cause d'appel aux côtés de Maître Jean-Baptiste Abba, Maître Zokame. Monsieur le Président, sur la base des déclarations qu'elle avait faites devant les services de police judiciaire, les services spéciaux de M. Keboro, elle n'a pas bénéficié d'assistance d'un avocat. Elle a été entendue là-bas pendant plus de 6 jours, enfermée. Et ensuite, elle a été conduite devant un cabinet d'instruction où elle sera également entendue, Monsieur le Président, sans aucune assistance d'avocat à la phase de la première comparution. Et finalement, les débats ont eu lieu, mais je vous jure qu'elle sera condamnée sur la base des déclarations qu'elle a eu à faire en dehors de toute assistance d'avocat, et elle a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Je dis bien à la réclusion criminelle à perpétuité. L'appel fut relevé par mon éminent confrère Maître Zokame et l'affaire a été portée devant la chambre criminelle qui était présidée par un magistrat valeureux, par un magistrat qui vraiment a fait les beaux jours de cette justice. Le doyen, il est maintenant à la retraite, Elhadji Suleiman Ba. C'est lui qui avait eu cette cause en appel. J'ai été constitué en cause d'appel, Monsieur le Président. On a eu à plaider le dossier devant lui. Nous avons fait état de beaucoup de jurisprudence, comme nous sommes en train de le faire. Nous savons que vous n'êtes pas tenus par les jurisprudences, mais nous savons que les jurisprudences permettent aussi au juge pénal de s'inspirer
de dire le droit. Donc, devant lui, Monsieur le Président, j'ai estimé qu'il était indispensable de faire état de la jurisprudence dans l'affaire Alpha Condé. J'ai plaidé le dossier en parlant d'autres jurisprudences. Monsieur le Président, après les plaidoiries et réquisitions, l'affaire fut mise en délibéré et, contre toute attente, j'ai été appelé à la chancellerie, Monsieur le Président, parce que le mari de notre cliente était un gros bonnet. Il n'était pas n'importe qui. Il avait des rentrées à la présidence. Donc, il influençait. Et on m'appelle à la chancellerie, et c'était par le secrétaire général, je vais taire le nom, peut-être il va se reconnaître à travers ma plaidoirie. Monsieur le Président, il me dit, bon, maître, ce qu'on va faire, acceptez que votre cliente prenne au moins 15 ans de réclusion. J'ai dit, mais sur la base de quoi? J'ai dit, évitez. Ce que vous faites, c'est de l'interférence de l'exécutif dans le judiciaire. Arrêtez ça. Monsieur le Président, j'ai quitté son bureau en claquant la porte. Monsieur le Président, suite à cette interférence, je n'avais plus d'espoir. Mais 2 jours après, c'est le président Suleiman Ba qui m'appelle, qui dit, Maître Sylla, bonjour. J'ai dit bonjour. Bon, je n'avais pas son numéro. Il dit, ah, c'est le président de la chambre criminelle, Elhadj Suleiman Ba. Il dit, ah, Monsieur le Président, que me vaut l'honneur de votre appel. Il dit, ah, merci là, je voudrais que vous me fassiez parvenir la jurisprudence dont vous avez fait état. J'ai dit, mais Monsieur le Président, vous savez que j'ai parlé de beaucoup de jurisprudences, aussi bien des jurisprudences guinéennes qu'étrangères. Il dit non, je parle de la jurisprudence concernant l'attaque du domicile du professeur Alpha Condé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vous ferai parvenir. Il s'agit d'un arrêt très volumineux. Je dois même l'avoir ici, Monsieur le Président, ainsi que l'autre arrêt dont je vous parlais. Alors, je dis tout de suite, c'est la jurisprudence, je dis tout de suite, vous l'aurez. Et toute activité cessante, j'étais au tribunal de Mafanko, de toute activité cessante, je suis allé faire une copie et je suis venu lui remettre. Monsieur le Président, cela a suscité en moi l'espoir qui était perdu. Mais je vous jure, et l'arrêt est là, la chambre criminelle, en statuant sur appel, a ordonné l'acquittement. A ordonné l'acquittement de cette vieille dame parce que tout simplement, les déclarations sur la base desquelles elle avait été condamnée par les premiers juges, ces déclarations avaient été faites hors de toute assistance d'avocat. Vous, connaissant
respectueux de la légalité, au même titre que ces éminents magistrats. Je suis convaincu que vous ferez une meilleure application de cette disposition légale. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que les dites déclarations ne sauraient prospérer. Je poursuis, cette fois-ci en m'intéressant au procès verbal d'audition des parties civiles en date du 26 mai 2010. Monsieur le Président, vous comprendrez que ce procès verbal, pour deux raisons majeures, ne saurait être considéré comme un élément de preuve. Il s'agit d'un procès verbal qui émane, qui contient, disons, des déclarations qui émanent d'une partie civile. Ce monsieur s'est constitué partie civile. Ce monsieur le Président, porte des accusations. Et vous le savez mieux que moi, que quiconque porte des accusations a la charge de la preuve de ces accusations. Donc, en tant que partie civile, il a l'obligation d'administrer la preuve de ces accusations portées contre mon commandant. Donc, sur le plan juridique, sur le plan légal, alors les accusations contenues dans son procès verbal ne peuvent prospérer. Mais aussi sur le plan logique, et je vais lire avec vous le contenu de son procès verbal. Vous vous rendrez compte que ces déclarations sont truffées de contre-vérités et d'incohérences, et vous vous rendrez compte que c'est une partie civile qui avait parlé sous l'effet de la passion et de la haine. Monsieur le Président, dans son procès verbal, il y a une question qui lui a été posée. La question est la suivante. Quelle a été la durée des tirs? Réponse, M. Mamadi Condé répond, les tirs ont duré de 11h à 14h. Page 4 de ce procès verbal. Mais, Monsieur le Président, ça c'est une contre-vérité. Les tirs, d'après les déclarations des victimes elles-mêmes, d'après les déclarations des témoins, les tirs au stade n'ont commencé qu'à partir de 13h. C'était après 13h. Monsieur le Président, lorsque celui qui prétend partie civile vient devant les magistrats instructeurs tenir des contre-vérités, peut-on lui accorder un crédit? J'ai dit non, Monsieur le Président. Ensuite, il y a une autre question qui lui a été posée, et vous comprendrez qu'à travers même la chronologie que lui-même décrit, qu'il est aussi complètement passé à côté et que ce qu'il dit n'est ni plus ni moins que de la contre-vérité. Question, quelle a été la suite des événements? Réponse de M. Mamadi Condé. Après 14 heures, le lieutenant René, mon commandant de peloton, est venu à ma recherche. Comme nous avions un compte rendu à faire, nous sommes restés à la terrasse.
à 15 heures, le commandant Pivi, qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Bellevue, a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative. Il a continué. Il poursuit 30 minutes après, c'est-à-dire à 15h30. C'est un monsieur habillé en demi-saison, avec l'indigo de cette bande, armé d'un PMK, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes: le président est parti me réveiller, j'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de la baie. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête, en disant comment les leaders cultes politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre alors que toi, tu es couché sur ton cul. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte là-bas. C'est en ce moment que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Pour confirmer ses propos, il nous a montré le pick-up qui dit être celui du président. C'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille que c'est lui, Toumba, l'aide de camp du président de la République, page 4, Monsieur le Président. Vous voyez, il dit 30 minutes plus tard, donc à 15h30, Monsieur le Président, quelle victime dans ces procès? Quel témoin dans ces procès a parlé de la présence de mon commandant à l'esplanade après qu'il ait eu à sauver les leaders? Qui? Personne, Monsieur le Président. Personne. Il n'y a que lui qui parle de cela. Monsieur le Président, il dit que le président allait réveiller mon commandant. Le président Dadis ne l'a jamais dit ici. Qu'il allait réveiller le commandant pendant qu'il dormait. Au contraire, mon commandant a été réveillé par les éléments de la garde parallèle. Par contre, mon commandant a été appelé par le président, par l'intermédiaire de M. Marcel Guilavogui. Donc, comme vous le voyez, ça ne peut pas tenir. Et puis, il dit qu'il s'est rendu là-bas dans un pick-up du président, Monsieur le Président. Mon commandant, M. Poliumba, l'a relevé. Il n'a jamais eu de véhicule de commandement. Il avait sa Jeep, Monsieur le Président. Et puis, il n'a jamais été établi ici que le président Dadis lui donnait son véhicule de commandement. Un président de la République remet son véhicule de commandement à un aide de camp qui n'était même plus dans ses bonnes grâces. Alors, vous voyez que même logiquement, c'est que ce monsieur dit ne tient pas. Et vous verrez que il s'agit d'une partie civile très prétentieuse. Et la suite de la lecture vous permettra de le relever. Question: quels sont les effets personnels que vous avez perdus lors de ces événements? Réponse: j'ai eu mon véhicule de marque Chrysler climatisé, incendié, mais 3 500 000 et mon ordinateur portable de marque Toshiba soustrait. Question: pouvez-vous évaluer le prix de la voiture et de l'ordinateur? Réponse: j'ai acheté la voiture en 2007 à 75 millions de francs guinéens avec M. Lansei Condé qui réside aux États-Unis. L'ordinateur portable coûte 4 500 000.
Question, quelles sont vos prétentions? Réponse, je me constitue partie civile, sollicite le remboursement intégral de mes biens calcinés et soustraits, en plus du paiement d'1 milliard de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Vous voyez, Monsieur le Président, c'est monsieur prétentieux, c'est monsieur qui voudrait profiter de ces situations pour faire fortune, qui voudrait s'enrichir illicitement sur la base des contre-vérités. Alors, de ces procès verbaux, vous ne saurez tirer le moindre élément contre mon commandant, d'autant plus que ces 10 procès verbaux n'ont jamais été discutés contradictoirement ici, en application des dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Ces 10 procès verbaux n'ont jamais été discutés contradictoirement ici. Mais c'est à la phase des plaidoiries qu'on nous sort ces procès verbaux. C'est à la phase des plaidoiries, Monsieur le Président, qu'on nous dit que c'est monsieur serait décédé. Mais, Monsieur le Président, même ces décès dont il est question, la preuve n'est pas rapportée. Nous savons tous très bien que la preuve du décès d'une personne ne peut être rapportée que par la production d'un extrait d'acte de son décès. Où est l'extrait d'acte de décès de M. Mamadi Condé qui a été produit ici? Et vous savez très bien qu'à cette audience, il y a des parties civiles qui ont été entendues, qui représentent des victimes qui sont décédées. Mais pourquoi personne n'est venu, aucun des héritiers de celui qui est prétendument décédé n'est venu le représenter ici, Monsieur le Président? Pourquoi? Donc, il s'agit là autant d'éléments qui vous permettra de passer outre ces procès verbaux. Monsieur le Président, j'ai suivi et je n'en revenais pas lorsqu'un confrère vous demandait de n'accorder aucune circonstance atténuante et trouvait même que la peine maximale prévue par le Code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité, serait même insuffisante. Ses confrères, certainement, est un partisan de la peine de mort. Certainement, ses confrères, en tant que militants de la peine de mort, veut même que vous appliquiez la peine de mort sans aucune base légale. Mais, Monsieur le Président, nous sommes dans le procès pénal. Dans le procès pénal, les rôles sont bien répartis. La partie civile ne peut solliciter que la réparation des préjudices résultant de la commission de l'infraction, ne peut demander que l'allocation des dommages et intérêts. La partie civile n'est pas là pour requérir la réquisition de la peine applicable et du ressort du ministère public, Monsieur le Président. Donc, je suis convaincu que ses confrères est allé trop loin
et il s'est adjugé un rôle qui n'est pas le sien. Monsieur le Président, vous comprendrez aussi qu'il y a eu d'autres confrères qui sont intervenus et qui, après s'être servis des déclarations de mon commandant, de son déballage, de sa sincérité, Monsieur le Président, il y a des confrères qui sont allés plus loin en disant qu'il s'agit d'une fausse sincérité, qui sont allés plus loin en disant que mon commandant est intelligent, comme si la sincérité, comme si l'intelligence pouvait servir d'épreuve. Monsieur le Président, il y a quand même dans les rangs de nos confrères des partis civils d'autres qui ont reconnu que mon commandant a fait une contribution remarquable et que si beaucoup de choses ont été sues dans ces procès, que c'est grâce à cette contribution. Il est allé, et là, je lui rends hommage, jusqu'à reconnaître que si c'est mon commandant qui était le président de la République, qu'on n'aurait pas connu le 28 septembre. Monsieur le Président, vous voyez que parmi toujours les confrères de la partie, des partis civils, alors il y a un qui a relevé le sens de la compassion que mon commandant a eu ici à l'ouverture de ces procès, disons à l'occasion de la prise de parole ici, quand il était question pour lui de donner sa version des faits. Donc, ce confrère-là l'a relevé. C'est un confrère étranger. Et, Monsieur le Président, cela même prouve le caractère international de ces procès. Parce que des confrères étrangers ont plaidé ici. Et tout cela en l'honneur de la République de Guinée. Le même confrère étranger a poursuivi en vous demandant de rendre la justice qui honore la justice et les victimes et de condamner les responsables. Monsieur le Président, je suis d'accord avec ses confrères que vous devez rendre justice. La justice, pas qui honore que les victimes, mais la justice qui honore toutes les parties à ces procès, parce que vous êtes là pour toutes les parties et non pour une partie des parties à ces procès. Monsieur le Président, comme vous le voyez, on s'attaque, et à tort, à l'intelligence de mon commandant, comme si l'intelligence pouvait être un problème. Monsieur le Président, n'est-ce pas, c'est l'intelligence qui nous diffère des animaux. Le fait d'avoir une intelligence, on ne doit pas incriminer cela comme un élément de preuve. Ses confrères oublient, Monsieur le Président, que mon commandant est un brillant universitaire. Ils oublient qu'il a occupé des postes de responsabilité. Il a été toujours chef médecin.
dans sa carrière avant qu'il ne connaisse ces tristes jours, Monsieur le Président. Donc, l'apanage de l'intelligence, ce n'est pas seulement du côté des avocats. On peut trouver l'intelligence partout et l'intelligence ne saurait être un élément de culpabilité. Vous voyez les difficultés qui sont celles de nos confrères, des difficultés qui les amènent à s'intéresser à des petits détails, des détails qui n'ont rien à voir avec l'existence des faits, qui n'ont rien à voir, Monsieur le Président, avec l'imputabilité des faits, dont la charge de la preuve leur incombe. Comprenez ces difficultés et c'est bien cela. Et vous avez compris qu'on est même allé d'imagination en imagination, de supposition en supposition et d'induction en induction. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à imaginer même une battue prétendument organisée comme si on était à la chasse. Voyez-vous qu'il y avait eu tellement d'imagination qu'on s'est retrouvé dans des véritables contes dignes des fables de La Fontaine, Monsieur le Président. Est-ce que vous, en tant que magistrat criminel, allez-vous accepter sur la base des contes d'entrer en condamnation, des faits imaginaires, des faits dont la preuve n'a pas été administrée? Je dis non, vous ne le ferez pas. Il y a un autre confrère qui nous a pris ici 2 heures de temps. 2 heures de temps, Monsieur le Président, en train de nous lire rien que des procès-verbaux des victimes. Comme si ces procès-verbaux se suffisaient comme preuve. Monsieur le Président, or, ce confrère sait très bien qu'il a la charge de la preuve des déclarations contenues dans ces procès-verbaux dont il nous a donné lecture ici de façon fastidieuse. Monsieur le Président, si cela avait un sens, si les déclarations des victimes étaient suffisantes, est-ce que les enquêtes auraient eu un sens? C'est pourquoi, d'abord, vous avez les déclarations des victimes. Quand on est victime, on fait des déclarations. On le fait à chaud. Mais ces déclarations-là doivent être prouvées. C'est pourquoi la procédure pénale comprend 3 phases. La phase des enquêtes, où on vérifie les déclarations de la victime et à la victime d'apporter la preuve de ces déclarations. Et après la phase des enquêtes, vous avez celle de l'instruction. Alors, où il va être encore question d'investigation, mais beaucoup plus approfondie. Toujours à la recherche des preuves. Parce que, comme quelqu'un le disait, le procès pénal est un débat de preuves.